Bonjour. Au cours de cette formation consacrée à l'élaboration des projets de santé, nous avons partagé avec vous, outre les généralités autour de la notion de projet, il a été question d'étaler pour vous la démarche pratique de conception d'un projet de santé en répondant notamment aux questions suivantes. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui justifie le projet? Quels sont les objectifs? Avec quelles ressources? Selon quel timing? Avec qui et quel rôle? En fonction de quelle résistance? En tenant compte de quels ajustements possibles? En s'appuyant sur quelle communication? Et avec quel suivi et quelle évaluation? À ce sujet, je vous invite à vous rafraîchir la mémoire en regardant la présentation suivante consacrée à la conception d'un projet par BSF Campus. Le parcours que nous nous apprêtons à explorer ensemble a pour but de vous donner des outils simples et efficaces pour favoriser l'émergence et la réussite de projets à fort impact social. Et pour cela, commençons par nous poser la question suivante, mais qu'est-ce donc qu'un projet ? Eh bien, un projet, c'est une série d'actions mises en œuvre dans le but d'atteindre un ou des objectifs précis. Par exemple, si vous identifiez un besoin de formation concernant les pratiques numériques de vos usagers, vous pouvez décider, avec votre équipe, de mettre en place une rencontre hebdomadaire pour leur apprendre la programmation informatique. Les projets peuvent ainsi prendre des formes très diverses, qui vont de la création d'espaces de travail à la mise en place de séances d'information. Et la bibliothèque elle-même peut être considérée comme un projet à part entière, avec comme objectif l'accès à la lecture, à la culture et à l'éducation pour tous. Car au bout du compte, le point commun de tous ces projets, c'est d'agir en faveur de la transmission du savoir et de donner aux communautés les moyens de comprendre et de transformer le monde. Mais pour cela, il va falloir mettre en place un cadre de gestion de projet, et cela commence par la prise en compte de deux facteurs essentiels, la durée du projet et le budget nécessaire à sa mise en œuvre. Disons par exemple que l'on souhaite améliorer l'accès à la lecture dans la ville de Douala. Pour cela, il faudra réhabiliter un espace bibliothèque, former des personnels et proposer une programmation riche. Actions dont on estime qu'il faudra environ 1 an pour les mettre en œuvre et 70 000 € de budget. Autre exemple, mettons que vous souhaitiez améliorer la santé materno-infantile, il s'agira alors de mettre en place une meilleure formation des sages-femmes traditionnelles et un meilleur suivi de la vaccination des enfants, et ce, pendant 3 ans, pour un coût de 250 000 €. La mise à plat de ces quelques éléments constitue la base d'une gestion efficace de projet, car ils définissent un cadre qui servira de référence pour la mise en œuvre et qui servira aussi à communiquer efficacement avec vos partenaires, qu'ils soient opérationnels ou financiers. À partir de cette base, il faudra bien sûr étoffer le projet, qui devra contenir un objectif général, c'est-à-dire ce à quoi contribue le projet de manière globale, des objectifs spécifiques, autrement dit les avantages directs destinés au public, un descriptif des résultats attendus, une liste des activités et des actions concrètes à mettre en œuvre pour atteindre ces résultats, un chronogramme qui permet de visualiser les différentes phases du projet dans le temps, un budget qui détaille les différents types de dépenses et leurs montants, et enfin un système de monitoring-évaluation qui reprend les principaux indicateurs du projet. Mais ce n'est pas tout, car pour mettre sur pied un projet solide apte à attirer les financements, il faudra prendre en compte les 3 facteurs clés qui sont en général retenus pour juger de la qualité d'un projet. Tout d'abord, la pertinence. Autrement dit, le projet doit répondre à des besoins clairement identifiés et prioritaires. Il est donc primordial de définir très précisément le contexte dans lequel est mené le projet en prenant en compte les contraintes locales. Le deuxième critère, c'est la faisabilité. Le projet doit se fixer des objectifs atteignables en envisageant des activités réalisables qui mèneront à des résultats cohérents et bien concrets pour les communautés. Enfin, il faudra faire valoir votre aptitude à gérer efficacement le projet. Pour cela, il s'agira de rester réaliste et d'adapter le projet en fonction de vos propres capacités. Il faudra aussi respecter les standards de reporting demandés par les partenaires financiers et également montrer une gestion lucide du budget, en n'oubliant pas la part consacrée à l'achat de matériel,
aux frais de personnel et aux frais de fonctionnement. En plus de ces critères dits généraux, il y a aussi ce qu'on appelle les critères de qualité transversaux. Par exemple, votre projet sera aussi jugé sur sa capacité à faire participer les bénéficiaires et les parties prenantes à sa conception. En effet, les intégrer au processus à travers des focus group, des ateliers participatifs ou des enquêtes recueillant leurs avis et leurs idées permet au projet de rester connecté à leurs besoins. Il sera également important d'évaluer l'impact environnemental de votre projet et de le réduire au maximum, par exemple en optant pour du matériel informatique recyclé ou en achetant local pour éviter les transports polluants. La promotion des droits de l'homme est aussi un apport transversal important à valoriser dans votre projet, non seulement parce que l'accès à la culture en fait naturellement partie, mais aussi parce que les bibliothèques sont de formidables outils de diffusion du droit et d'exercice des libertés fondamentales. La question du genre doit aussi avoir sa place, et la réduction des inégalités hommes-femmes doit être un point d'attention mis en avant, ce qui se traduira par une attention particulière portée au public féminin et aux contraintes qui sont les leurs. Pour finir, votre projet a plus de chances de réussir s'il s'insère dans les politiques publiques portées par les acteurs institutionnels attachés à la culture et à l'innovation. N'hésitez pas à vous référer aux documents gouvernementaux et internationaux faisant référence en la matière, comme par exemple les objectifs de développement post-2015. Bien sûr, ces critères ne sont pas absolus et doivent être considérés dans la mesure du possible. Certains projets innovants peuvent par exemple nécessiter des frais de recherche et de développement très importants qui ne bénéficieront qu'à très peu de personnes dans un premier temps, ce qui ne cadre pas forcément au premier abord avec les critères d'efficacité décrits plus haut. L'important sera toujours de montrer que votre projet a une cohérence d'ensemble et c'est ce que nous aborderons dans la leçon suivante qui parlera du cadre logique. Dans cette capsule vidéo de conclusion, je voudrais insister sur le fait que la spécificité des projets de santé tient au cadre général du domaine de la santé. Tout projet de santé doit prendre appui sur ce cadre, comme nous l'avons longuement explicité dans la capsule vidéo consacrée à la définition de l'objet d'un projet de santé et qui vient d'être rappelé dans le film de BSF Campus que nous venons de regarder. Le secteur comporte, comme nous l'avons dit et insisté, de nombreux documents cadres qui constituent son cadre général. Au nombre de ces documents, nous pouvons citer le Code de santé publique, le Code déontologique, la stratégie sectorielle de la santé, le Plan national de développement sanitaire PNDS, la loi cadre sur la santé, de nombreux plans stratégiques spécifiques, SIDA, paludisme, tuberculose, etc. Les règlements sanitaires, ainsi aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Pour en savoir plus, je vous invite une fois de plus à suivre la présentation suivante qui porte sur les spécificités des projets du domaine de la santé et du domaine social. Après quoi, nous allons nous retrouver pour conclure cette capsule vidéo. Bonjour. Après avoir étudié la notion de projet, je vous rappelle qu'un projet, c'est un processus qui consiste en un ensemble d'activités qui sont coordonnées, maîtrisées, un processus qui a des dates de début et de fin, qui est entrepris par des acteurs qui partagent un objectif commun. Et ce projet, il inclut des contraintes de coûts, de délais, de ressources. Donc maintenant que nous avons vu ce que c'est que la notion de projet, il s'agira d'être capable de caractériser la spécificité, donc c'est ce qui est particulier, ce qui est spécifique au projet d'action du secteur sanitaire et social, et de différencier les types de projets pour que, lors de l'épreuve de projet technologique accompagné, vous soyez capable de choisir un projet qui correspond aux attentes de l'épreuve. Donc vous le savez, les publics qui sont accueillis dans les structures médico-sociales sont des publics vulnérables. Et toutes les actions qu'on met en place en direction de ces publics doivent obéir à un certain nombre de règles pour protéger ces publics vulnérables. Le premier cadre dans lequel on va insérer ces actions et sur lequel on va s'appuyer, c'est le cadre de la loi. On appelle ça le cadre juridique. Donc c'est ce que la loi autorise ou interdit de faire. Très souvent,
En ST2S, vous allez retrouver des lois de santé publique, des grandes lois qui organisent l'action médico-sociale ou qui organisent les politiques de santé publique. Ces lois, ce sont par exemple la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, la loi du 4 mars 2002 sur le droit des patients dans le système de soins et la qualité du système de santé, etc. Donc le cadre juridique doit être posé, il doit être identifié pour toute action. Vous allez pouvoir identifier également un cadre déontologique, c'est-à-dire ce que la profession me dit de faire ou m'indique comme étant bon de faire, bonne pratique. Le cadre déontologique, c'est ce que la profession autorise. Et ce cadre déontologique, bien évidemment, vous l'avez repéré dans le cadre du secret professionnel et de ce qui est préconisé par l'ordre des infirmiers, l'ordre des assistants de service social, tous les ordres professionnels. Ensuite, nous inscrivons les actions dans un cadre éthique, c'est-à-dire ce que moi je considère comme étant bon ou bien de faire. Le cadre éthique, il va vous permettre d'identifier les valeurs qui sont fondatrices de la prise en charge dans le cadre de ces projets que nous allons étudier dans le secteur sanitaire et social. Vous allez rencontrer différents types de projets. Un seul va être retenu pour l'épreuve de projet technologique. Les projets d'établissement ou de service sont des projets que nous ne retiendrons pas. Ils concernent un ensemble de démarches dans le cadre de la démarche de projet, un ensemble d'étapes dans le cadre de la démarche de projet qui sont appliquées aux structures, c'est-à-dire qu'elles concernent les organisations. Les projets d'établissement sont des projets qui sont obligatoires dans le cadre légal. Chaque établissement a un projet d'établissement. Chaque service fait l'objet d'un projet de service, que ce soit les établissements publics hospitaliers, les foyers d'hébergement, comme celui pour les personnes en situation de handicap à Dourdan, vont avoir un projet d'établissement ou de service. Vous n'allez pas retenir ce type de projet. Vous n'allez pas retenir non plus les projets individualisés qui concernent uniquement une personne. C'est l'application de la démarche de projet à une seule personne. Très souvent, dans le cadre d'accompagnement social, d'un accompagnement social ou d'un accompagnement médical, on formalise cet accompagnement dans un projet personnalisé. Ça peut être un projet d'accueil d'un élève handicapé au lycée, ça peut être un projet personnalisé pour une personne qui est en processus d'insertion sociale, mais il ne concerne qu'une personne et ce n'est pas un projet que nous allons retenir. Les projets d'organisation appliquent la démarche de projet à un réaménagement, une restructuration. Et ce ne sont pas des projets que nous allons étudier particulièrement dans le cadre de l'épreuve de projet technologique accompagné. Les projets d'études ou de recherche sont des projets qui s'appuient uniquement sur un recueil de données pour étudier un problème. On va retrouver par exemple des projets d'études épidémiologiques sur des pathologies, ça peut être la tuberculose en France, ça peut être un certain nombre de pathologies. Et ces projets d'études ou de recherche ne nous intéressent pas. Nous allons nous concentrer sur les projets d'action. Un projet d'action a pour caractéristique de répondre à un besoin collectif grâce à la mise en place d'actions concrètes, d'être porté par une structure, une organisation qui œuvre dans le secteur médico-social. Pour nous, dans le cadre du projet technologique accompagné, c'est important. Et donc, il va falloir que vous soyez en mesure d'identifier des projets d'action. Action collective qui résulte d'une analyse de situation, d'un diagnostic et qui aboutissent à la réalisation d'une action concrète. Par exemple, vous allez trouver des projets d'action dans des associations comme Emmaüs qui vont, à partir de l'identification de besoins particuliers, par exemple sur un groupe de jeunes exclus, mettre en place une action qui va s'adresser à ce groupe de jeunes exclus. Donc vous retiendrez que les projets d'action collective vont pouvoir être analysés ou conçus dans le cadre de l'épreuve de projet technologique accompagné. Pour résumer,
Pour l'épreuve de projet technologique accompagné, vous devez être capable d'identifier le cadre juridique, déontologique ou éthique dans lequel s'inscrit l'action ou le projet d'action. Et ensuite, vous devez être capable de choisir, d'analyser ou de concevoir un projet d'action et non pas un projet d'établissement, un projet d'organisation ou un projet individuel ou un projet d'étude ou de recherche. La vidéo, n'est-ce pas, que nous venons de regarder et qui insistait donc sur les spécificités du secteur santé, donc dans cette capsule vidéo de conclusion, là, on voulait insister sur le fait que la spécificité des projets de santé tient au cadre général du domaine de la santé. Tout projet de santé doit prendre appui sur ce cadre, comme nous l'avons longuement expliqué, et ça a été repris dans la vidéo. Et nous avons longuement traité cette question, n'est-ce pas, dans la vidéo, la capsule vidéo qui était consacrée à la définition de l'objet d'un projet de santé. Et à ce sujet, rappelons donc, comme on a dit dans la vidéo, que le secteur santé comporte, comme nous l'avons dit également et insisté, de nombreux documents cadres qui constituent son cadre général. Au nombre de ces documents, nous pouvons citer le Code de santé publique, le Code déontologique, la stratégie sectorielle de la santé, le Plan national de développement sanitaire PNDS, la loi cadre sur la santé, de nombreux plans stratégiques spécifiques tels que le sida, le paludisme et la tuberculose, etc. Des règlements sanitaires aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Donc, c'est sur cet aspect qu'insistait donc notre vidéo. Voilà ce que j'avais à partager avec vous en guise de conclusion pour cette formation en élaboration des projets de santé. Merci d'avoir suivi cette formation. Comme toujours, si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me les soumettre. Je me ferai toujours le plaisir d'y répondre dans le cadre de nos séminaires en présentiel ou par visioconférence. Tout en vous remerciant pour votre aimable attention, je vous invite à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour bénéficier des autres formations autour du management des projets d'une manière générale.